Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette journée mémoire organisée, vous le savez, par le Conservatoire du Littoral. Alors, quelques chiffres pour parler de ce qu'est le Conservatoire du Littoral. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 220 000 hectares, c'est ça, de littoral. 18% du littoral français protégé par vos services. 840 sites qui regorgent de monuments, de phares, d'anciennes carrières, des citadelles ou encore des anciens bagnes, comme on va le voir aujourd'hui. Ce sont aussi des espaces à préserver pour garder la mémoire des lieux vivants, c'est important, qui évoluent en fonction des initiatives prises. Un patrimoine inestimable, notre histoire nationale ou locale, avec des traces matérielles, mais aussi immatérielle, on en parlera également. Alors comment conserver cette mémoire, comment la rendre vivante, comment le conservatoire, les gestionnaires et ses partenaires se mobilisent. Nous accueillons pour ouvrir cette journée Philippe Vandemal, directeur du conservatoire, et Daniel Cueff, le vice-président de la région Bretagne. Bienvenue à tous les deux et on accueillera normalement tout à l'heure, il a eu un petit peu de retard, Florent Lenègre, le directeur des archives, qui nous accueille ici dans ce lieu. Bienvenue donc à tous les deux, vous pouvez les accueillir comme il se doit. Alors, je vais commencer avec le directeur, c'est important de commencer avec le directeur. Philippe Vandemal, vous nous direz dans quelques instants un peu pourquoi cette journée mémoire, je crois que ce n'est pas la première. À l'occasion des 50 ans du littoral. Mais d'abord, peut-être retracer, j'ai dit quelques chiffres tout à l'heure pour présenter le conservatoire, mais en gros, les missions du conservatoire du littoral, c'est quoi ? Oh, elles sont nombreuses et depuis 50 ans, elles se déploient. Vous avez une heure. La logique, c'est effectivement de protéger le littoral avec une démarche très particulière qui est la maîtrise foncière. On achète les terrains. Et on s'est fait affecter par l'État et ça devient du domaine du littoral en commun, inaliénable et qui reste à vie. Et donc ça, c'est la partie importante. Bien sûr, on le valorise et en l'occurrence, on fait aussi bien de la restauration de la nature que de la réhabilitation du bâti, de la rénovation du bâti. Parfois, d'ailleurs, on démolit le bâti pour redonner la nature. Toute cette démarche-là, donc on valorise le bien. On le co-gère, mais peut-être on en parlera. On fait de la coopération avec les collectivités locales, qui est un enjeu important dans la démarche du conservatoire, parce que toute la gouvernance du conservatoire tourne autour des collectivités locales et de l'État, bien sûr, parce que c'est un établissement public d'État, mais on est guidé par ce qu'on appelle des conseils de rivage. Dont nous avons un représentant ici. Donc, par rivage est établi un conseil de rivage. Il y a 9 rivages identifiés. Et c'est donc un conseil de rivage composé exclusivement d'élus locaux, régionaux et départementaux, qui nous définissent et qui proposent les sites où on va intervenir. Et aussi la gestion avec les collectivités locales, puisque ce sont eux qui ont la priorité. Alors, communes, intercommunalité, syndicats mixtes, départements, on a tous les cas possibles et c'est cette partie-là. Et puis aussi, un des enjeux majeurs, c'est de partager ça avec la population, parce que dans la loi, l'accessibilité de nos sites est un objectif. La loi qui a été créée en 1975 avait pour but de lutter contre l'urbanisation, mais aussi contre la privatisation. Et donc l'accès au site est un enjeu important. Donc voilà les missions, et pour faire tout ça très bien, surtout qu'il y a un nouvel enjeu qui est maintenant l'adaptation au changement climatique qui arrive, la connaissance est un enjeu important. Et on a beaucoup de sujets à connaître, et dans la mémoire d'ailleurs c'est aussi un point important. Il y a des acteurs très importants, ce sont ce que j'ai découvert d'ailleurs, les gardes et les agents du littoral. Alors tous nos gestionnaires, qu'ils soient collectivités locales ou parfois associatifs, ont des agents ou gardes du littoral qui sont présents sur site, qui interviennent, qui gèrent, qui font aussi la police de l'environnement pour pouvoir veiller à la préservation de ces sites et au bon entretien des sites. Sans eux, qu'est-ce qu'adviendraient ces territoires ? C'est une des grandes forces. Je crois qu'on a 1100 agents et gardes du littoral. Donc c'est des agents de nos gestionnaires, donc beaucoup des agents municipaux, mais pas uniquement, départementaux ou d'établissements publics. On a aussi des associations qui sont gestionnaires.
Donc, c'est eux qui font la vie au quotidien du patrimoine. Le conservatoire est une grande maison, mais pas si nombreuse que ça. Et au quotidien, les 840 sites et 220 000 hectares, il faut des gens, et c'est des gens de terrain qui sont là, et qui sont là aussi bien pour accueillir, faire de la sensibilisation, de la médiation, que pour surveiller, gérer et entretenir. Dans un environnement, j'allais dire budgétaire assez contraint, pour pas dire autre chose, j'imagine que le travail du Conseil des rivages, mais également du conservatoire, est rendu... j'imagine plus difficile pour d'abord acquérir des terrains, réhabiliter des bâtiments, faire vivre ce littoral très vaste. Oui, le contexte, il est dur pour tout le monde, hein, donc oui. pas de souci. Mais effectivement, c'est un enjeu fort d'accompagner nos gestionnaires dans leur gestion financière. Donc effectivement, c'est un vrai sujet. On peut partager les expériences des différents gestionnaires pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir arriver à équilibrer et à financer le mieux possible, parce que c'est un enjeu pour les collectivités locales d'assurer la meilleure gestion. Effectivement, plus on trouve des solutions techniques. Et alors, nous aussi, on a des partenaires financiers. Alors, on a les collectivités locales, les régions, de manière générale, qui financent beaucoup, aussi bien en investissement qu'en accompagnement des gestionnaires suivant les régions. Les départements et les communes qui investissent à nos côtés pour des enjeux, notamment quand il y a du bâti, mais pas seulement, sur toute la restauration, sur l'aménagement des espaces d'accueil du public. Donc, on a beaucoup de cofinanceurs. Eh bien, on fait avec ce qu'on a, mais on est sur un temps long. Dernière question. On est ici pour parler de la mémoire sous toutes ses formes, matérielle, immatérielle. Pourquoi ce thème choisi ? Ce thème, c'est le dernier événement à l'occasion du 50e anniversaire du conservatoire. Donc on a 50 ans, on est encore dans l'année des 50 ans, donc on est toujours là-dedans. L'idée, c'était de faire un certain nombre d'événements. Et il y a 3 journées d'études qui ont eu lieu. Et il a paru important de faire sur la mémoire. L'attachement des Français au littoral, il est assez basé sur de l'émotion, oui, sur des souvenirs, sur ce qu'ils ont connu, sur l'enfance, l'adolescence, plus tard. Et il y a un très fort attachement des Français au littoral. Quand je dis littoral, c'est le littoral naturel, hein, je ne le dis pas toujours, mais c'est la partie littorale. Notre objectif, c'est le tiers littoral naturel, qui est une idée bretonne, puisque le rapport Guichard qui a présidé à la création... Qu'est-ce que vous entendez par là, le tiers littoral naturel ? C'est un tiers du littoral. Notre vocation, c'est de préserver un tiers du littoral en milieu naturel. Voilà. C'était l'objectif. Il y a des pays où il n'y a plus de littoral naturel du tout. Hein, donc, c'était l'objectif et c'était une unité bretonne qui a été reprise au niveau national. On en était où d'ailleurs ? Oui, sur les journées d'études. Oui, donc c'est les 50 ans. C'est les 50 ans. Et ça paraissait assez essentiel. L'attachement est très basé sur la mémoire. Les communautés locales sont très attachées à leur littoral. Et il y a beaucoup d'histoires sur notre littoral. Alors l'histoire même de l'évolution du littoral, parce que ça bouge naturellement, et ça bouge encore plus avec l'évolution, l'adaptation au changement climatique. C'est aussi beaucoup de vie, c'est aussi des paysages. La mémoire des paysages, c'est aussi important. Et puis on a aussi la chance d'avoir beaucoup de patrimoine. Alors bien sûr le patrimoine naturel, mais le patrimoine historique. Alors il y a plein, sans être monument historique, hein, il y a plein de patrimoine, il y a plein d'éléments pour lesquels les communautés sont importantes, y compris immatérielles, pour rappeler ça. Et ça me paraît être un enjeu de la valorisation de nos sites et du partage avec le public. Et bien sûr, au-delà de ça, on a effectivement, je crois qu'on est... je ne sais plus quel est le chiffre exact, parce que 90, de l'ordre de 90 monuments historiques que nous avons en responsabilité et qu'il nous faut aussi accompagner et maintenir le mieux possible dans les maigres moyens que l'on a, et avec le partenariat des collectivités locales. Et le siège du conservatoire est à le siège du conservatoire est à Rochefort, dans la corderie royale de Rochefort, donc aussi là, un monument historique. Et donc je pense que la mémoire est un enjeu très fort de rappeler, et c'est aussi un attachement des communautés locales, des collectivités, du territoire. Et c'est important qu'on y passe aussi du temps, et ça mobilise les gens, et je suis ravi d'avoir autant de participants à cette réunion aujourd'hui. Voilà, on va encore remercier justement les archives de nous accueillir ici dans ce beau bâtiment. J'ai demandé à Florent Lenègre de venir nous rejoindre, directeur des archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Je vous donne la parole dans quelques instants, mais vu que vous êtes arrivé en retard, je vais donner la parole au vice-président de la région. Bienvenue. Daniel Cueff, vice-président de la région Bretagne, également président du Conseil des rivages.
Alors c'est quoi justement, on en a parlé un petit peu, c'est quoi le rôle du conseil que vous présidez? Alors, c'est un conseil des rivages donc, qui regroupe Bretagne et Pays de la Loire. Donc, la présidence revient alternativement soit au Pays de la Loire, soit à la région Bretagne. Donc, actuellement, c'est la région Bretagne. Et le conseil régional m'a désigné donc, pour ce poste au niveau du conseil des rivages. Donc, c'est un rôle politique, c'est-à-dire d'évaluation un peu des projets qui sont présentés, leur caractère évidemment fondateur de protection du littoral, la capacité aussi qu'ont les collectivités ensuite de pouvoir prendre le relais. Je pense en particulier à deux projets magnifiques que j'ai vus, l'un sur l'île de Groix, où donc dans l'emprise acquise par le Conservatoire du littoral figure le phare du Chat, qui est à rénover et qui va devenir donc un gîte qui sera géré par la commune. Donc c'est extrêmement important. Du côté de Plouhinec, dans le Morbihan, achat aussi d'un foncier à préserver absolument. Et au milieu de ce foncier, la maison de Germaine Tillon, qui est achetée aussi par le Conservatoire du littoral et qui est aujourd'hui un lieu d'accueil artistique géré par la commune de Plouhinec, etc., etc. Des lieux comme ça, vous en portez beaucoup au sein du conseil de rivage? Oui, et ça signe quelque chose, le directeur l'a dit, ça signe une politique qui date de 50 ans, qui a été menée ici aussi en Bretagne par de grands élus comme Louis Le Pinsec, par exemple, ou Ambroise Guélec. Je prends ces deux figures bretonnes parce qu'elles sont de bords politiques très différents, mais toutes les deux avaient comme ambition de déprivatiser, le directeur l'a dit, déprivatiser l'accès au rivage. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que tout Breton et toute Bretonne puissent accéder sans entrave au rivage. Donc pas de privatisation, pas d'empêchement et nécessité pour les collectivités de rendre possible cet accès au rivage. Aujourd'hui, vous estimez que les objectifs que vous êtes fixés, assignés, sont atteints ou il y a encore beaucoup de travail? Ils sont atteints partout. Parce qu'à chaque fois que le Conseil des rivages, parfois en plusieurs années, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de discussions avec les propriétaires, arrive à acquérir un foncier suffisant, ce foncier ensuite retrouve une activité. Il peut retrouver une activité agricole, il peut retrouver une activité touristique, il peut retrouver une activité de loisirs. Certes, l'activité est modifiée pour préserver justement, pour continuer à préserver le littoral, mais elle n'est pas empêchée. C'est quelque chose de fondateur dans l'ADN du Conservatoire du littoral, cette capacité de ne pas mettre sous cloche complètement et de permettre de revenir dans des lieux magnifiques. Il y a un mot qui est banni, c'est la sanctuarisation finalement du littoral. Oui, il faut faire très attention. Alors évidemment, si vous avez un peu de temps pour ceux qui sont au loin de Bretagne, vous pourrez peut-être faire un saut sur Saint-Malo et aller à la Pointe de la Varde. La Pointe de la Varde, donc, c'est un lieu aussi acquis par le Conservatoire du littoral. Et là, vous avez beaucoup de passages. Donc, vous avez une nécessité de protéger. Et donc, c'est tout un art, je dirais, un savoir-faire qu'ont les gardiens du littoral, d'ailleurs, parce qu'ils savent peut-être vers la police, mais surtout donner les éléments de compréhension du milieu dans lequel on se trouve. J'ai été sur le sillon du Talbert en particulier, avec les gardiens du conservatoire, où j'ai été absolument sidéré par la capacité pédagogique, l'accueil des gens, la formation à la marée qui monte, la formation à la présence d'œufs, d'œufs à protéger vis-à-vis de populations d'oiseaux à protéger. Enfin, tout ça, c'est une compétence pédagogique qui s'exerce en premier lieu, en premier chef, qui est tout de suite présente et qui évite justement toute répression, toute logique de répression. Donc c'est là aussi une culture, je dirais, de l'homme dans la nature. Dernière question, l'un des enjeux importants, on va en parler un peu durant cette journée, c'est évidemment la montée des eaux, la modification du trait de côte. Ça, j'imagine que c'est un enjeu majeur et que c'est une course contre le temps, là. Oui, le niveau de la mer monte.
il ne faut pas que pour autant la démocratie baisse. Et il faut absolument continuer à travailler avec le Conservatoire du littoral, avec les communes. Les 137 communes qui, en Bretagne, se sont inscrites dans le décret gouvernemental pour revisiter leurs plans locaux d'urbanisme, le PLU, PLUI, parce que la montée des eaux est inéluctable. Donc le Conservatoire du littoral joue un rôle très important, puisque c'est le seul établissement public foncier d'État qui a la culture du temps long. Du temps long. Et ça, c'est très important, parce que ce qu'un élu va décider là aujourd'hui, il a peu de chances de le voir venir. Quand le niveau de la mer aura atteint son paroxysme, mes petites filles auront 66 ans. Donc, vous voyez, on va prendre des décisions dont on ne verra pas les faits. Donc, c'est très courageux pour les maires d'anticiper. Et pour ça, ils ont le Conservatoire du littoral, notamment, qui a la culture du temps long, de l'anticipation, de l'achat préventif, du déménagement aussi d'un certain nombre d'espaces. On l'a sur Lancieux, par exemple, une ferme, plusieurs fermes qui ont été déplacées à temps avant que la mer prenne le dessus par rapport au polder. Il y a eu une maison également qui a été achetée pour éviter qu'elle soit submergée, qui est devenue d'ailleurs aujourd'hui une œuvre d'art. Enfin, vous voyez, il y a toute cette action-là. Et ce que je dis à tout le monde, parce que la mer monte, elle monte inexorablement, la démocratie ne doit pas baisser, donc il faut discuter avec les populations, mais surtout, ça nous invite à avoir peu d'anxiété et en se disant que, bon, puisque la mer monte, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer de positif de nouveau? Et quand on va sur Lancieux, par exemple, quand on voit comment la mer a repris sa place, quand on voit comment la biodiversité est arrivée avec une vitesse incroyable, c'est quand même enthousiasmant. Donc, ça monte, mais peut-être que l'enthousiasme doit rester. Voilà, anticiper pour conserver. C'est aussi le rôle des archives départementales. Florent Lenègre, merci de nous accueillir dans ce bâtiment. D'abord, un mot sur ce bâtiment. Il fait combien? 22 000 mètres carrés, c'est ça? Alors, en tout, on est à 17 000 mètres carrés. 17 000, c'est un bâtiment, effectivement. Un peu. Qu'est-ce que vous conservez ici? Et combien de pièces, de documents dorment ici à l'abri? On va faire un petit tour d'horizon. Oui, l'objectif, effectivement, ce ne sont pas qu'ils dorment, mais bien qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous ce matin. Donc, les archives départementales et le département d'Ille-et-Vilaine. Donc, les archives sont un service du département d'Ille-et-Vilaine, sont ravis de vous accueillir ce matin pour cette journée dédiée aux 50 ans du Conservatoire du littoral. Alors, ici, aux archives départementales, alors, en lien avec la thématique, Mémoire du littoral, c'est un peu la maison de l'histoire et de la mémoire du département. Et ce, depuis, vraiment, on parlait de temps long tout de suite, depuis vraiment très très longtemps. Ce sont des services qui se mettent en place au moment de la Révolution française et qui après évoluent. Alors, avec un premier fonds qui est constitué de ce qui est saisi au moment de la Révolution française, et ensuite, donc, par accroissement, avec toute la production des services publics qui ont leur siège dans le département. Donc aujourd'hui, à quoi on aboutit? On aboutit à 53 km linéaires de documents conservés, ce qui est effectivement considérable, et avec une période chronologique qui est assez longue et une grande diversité de documents et de supports. Les plus vieux documents remontent à quelle période? Les originaux, le plus ancien original, remonte aux environs de 1050, donc on est au milieu du XIe siècle. Les documents les plus récents peuvent avoir 1 ou 2 ans, en fait. Et surtout, je parlais de grande diversité, nous avons aussi bien de documents, on parle de patrimoine documentaire, donc c'est aussi bien du papier, du parchemin évidemment pour les documents les plus anciens, c'est aussi des documents iconographiques, cartes postales, photographies anciennes, plaques de verre, etc. Ça peut être des documents vidéo, ça peut être des témoignages, on parlait de patrimoine immatériel. Voilà, c'est toute une diversité de documents qui sont conservés ici depuis la moitié du XIe siècle, quasiment jusqu'à nos jours. Et là, aujourd'hui, depuis plusieurs dizaines d'années, s'ouvre une nouvelle page dans l'histoire des archives, celle des archives électroniques, qu'on est aujourd'hui en capacité de recevoir, mais qui, évidemment, sont aujourd'hui un support nouveau. Ils sont donnés par qui? C'est la population qui vient vous
vous les donnez pour que vous puissiez les conserver dans des bonnes conditions de température, de lumière, etc. Oui, alors on a évidemment des normes de conservation pour les archives papier et parchemin, et pour tout type de documents, de fait, qui peuvent être un peu différentiels. La norme globale, on va être sur des magasins qui sont à 18 degrés, 50% d'hygrométrie, ce qui permet comme ça de conserver le support dans le temps. Alors, la source de ces documents, elle est majoritairement publique. Il y a une obligation dans le Code du patrimoine pour tous les services publics de verser aux archives départementales les documents qui ont un intérêt historique et patrimonial. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle proportion sur ce qui est produit au quotidien par l'ensemble des services? On est aux alentours de 10%. Ce n'est pas la majeure partie de ce qui est produit par les services publics. Mais voilà, cette proportion-là arrive aux archives départementales et permet d'écrire l'histoire du territoire. Et effectivement, ça, c'est quelque chose de très important. Il y a d'autres sources qui sont les archives privées. Celles-ci viennent compléter les archives publiques. Pour les archives privées, pas d'obligation. Ce sont les structures, ce sont des particuliers, des associations, des entreprises, tout type de structures privées qui peuvent proposer leurs archives, les remettre aux archives départementales. Il y a plusieurs façons de le faire, afin que celles-ci puissent compléter les fonds publics. Et souvent, c'est effectivement très complémentaire. Ça permet d'ajouter parfois du vécu sur les archives, sur ce que, on va dire, nous transmettent les archives publiques. Et c'est vraiment un tableau qui est très complet lorsqu'on a ces deux sources, lorsque l'on dispose de ces deux sources. Alors, vous êtes un expert des archives. Comment est-ce que vous voyez votre rôle en tant qu'acteur de la mémoire ? Oui, alors là, si on fait le lien avec la thématique de cette journée Mémoire du littoral, je dirais que l'accueil de cette journée ici aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine est particulièrement approprié pour plusieurs raisons. D'une part, parce que donc là, les archives départementales se sont dotées en 2025, donc ça a été voté par l'Assemblée départementale, d'un projet scientifique, culturel et éducatif qui, parmi ses priorités scientifiques, liste mémoire de l'environnement. Donc on est bien dans ce sujet, la mémoire du littoral faisant partie effectivement de la mémoire de l'environnement. Le rôle de l'archiviste, c'est de constituer le patrimoine documentaire en lien avec cette thématique, mais aussi avec l'histoire du territoire, du département, plus largement. Constituer cette mémoire, évidemment la conserver, et le plus important, ce qu'on disait tout de suite, la mettre à disposition du plus grand nombre, par plusieurs voies. La communication de documents originaux en salle de lecture, évidemment, bien des documents sont protégés par des délais de communicabilité, tous ne sont pas immédiatement, notamment les plus récents, communicables. Donc les mettre à disposition de façon très accessible, soit en salle de lecture, soit sur Internet. Également, quelques expositions que l'on organise régulièrement. Et là, en 2022, on avait précisément une exposition sur le signal de l'océan, donc en lien avec la question du trait de côte, précisément. Et je pourrais en citer d'autres, évidemment, il y en a eu plusieurs. Dernier point par lequel on intervient, l'action pédagogique, très importante, c'est-à-dire des ateliers pédagogiques centrés sur les archives, proposés aux scolaires, qui permettent de découvrir comment on écrit l'histoire à partir des documents, mais également qui permettent d'approfondir une thématique. Merci Florent Lenègre et merci à tous les trois d'être venus ouvrir cette journée mémoire.